Du coup, bonjour à tous. Horizon Prépa. Donc, Horizon Prépa, on est une prépa complémentaire et on aide les étudiants à intégrer les plus grandes écoles de commerce françaises, hein, le top 3, le top 5. Vous les connaissez tous. Et donc là, aujourd'hui, on accueille Galan. C'est ton prénom de YouTube, hein. Et Ouais, c'est par là que je t'ai découvert. Parce que pour le coup, voilà, moi je trouve que tu as vraiment un parcours qui est quand même assez incroyable dans le sens où, et tu nous l'expliqueras, pendant que tu étais en prépa, tu avais un job à mi-temps, donc à 25 heures. Ce qui fait ouais, bien que sûr. pour le coup, en termes de gestion de travail, on n'a pas besoin d'en parler parce que pour le coup, tu étais obligé de gérer ton travail. Parce que pour le coup, tu avais le travail de ta prépa et ce que tu avais à faire durant ton travail à mi-temps. Et en Mhm. fait, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu puisses raconter ton expérience par rapport à ça. Dans le sens où, pour les étudiants qui prennent des cours particuliers ou pas du tout, là en fait, ça montre que derrière toi, tu avais quand même une force de travail qui est quand même énorme. Et on le sait, c'est nécessaire d'en avoir en prépa pour pouvoir soutenir toutes les notions qui arrivent au fur et à mesure. Je Tu pense aux m'étonnes. mathématiques notamment, où là, souvent ça enchaîne un chapitre par semaine. Ouais. Donc derrière, en fait, il faut être organisé et savoir prioriser les choses. Et quelle est la personne la mieux placée pour en parler que quelqu'un qui faisait en 25 heures pendant sa prépa. Voilà, c'est pour ça que en fait tu es là et que j'ai voulu que voilà qu'on ait un temps d'échange justement pour que tu puisses apporter mais donner des conseils, enfin apporter des conseils et ton expérience aux étudiants qui sont en prépa, qui peut-être ont des difficultés en termes d'organisation. Je pense que c'est intéressant que tu donnes ton point de vue, ton expérience. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Je te Bah, laisse te merci en tout cas présenter. merci à toi de m'inviter. Ça fait très plaisir. Et donc, du coup, si je peux Plaisir est partager mon partagé. expérience, et que ça peut aider certaines personnes, voilà, moi, je suis preneur, donc c'est cool. Du coup, comme tu m'as appelé, je m'appelle Galan, du coup, sur YouTube. Mais du coup, tu peux m'appeler Evan, hein. Je m'appelle Evan Lebac. Ok, ok. J'ai fait ma prépa en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis originaire, je suis né, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait mes études là-bas jusqu'à ma prépa. Et c'est qu'à la fin de ma prépa, du coup, que j'ai quitté le territoire pour pour venir en métropole, pour du coup rentrer dans mon école de commerce, qui est, je spoil, Neoma. Voilà. Mais déjà, tu vois aussi, ça serait intéressant de savoir comment ça se passe un petit peu la prépa à l'étranger. Parce que c'est vrai que Mhm. les prépas, il n'y en a pas qu'en France, hein. Il y en a au Maroc, dans les territoires outre-mer. Et c'est vrai que parfois, avec les décalages horaires, il peut y avoir des complications. Je sais Exact. qu'il y en a certains, en fait, ils ont les vacances Enfin, les vacances de 2 mois, au mois de décembre, ils les reprennent après. Enfin, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, ça sera hyper intéressant. Donc, ok, c'est super. Donc, moi, j'aimerais d'abord commencer par te poser la question de, je sais pas, de, de ton environnement familial, dans le sens où, voilà, il y a des gens qui connaissent la prépa depuis qu'ils sont tout petits parce que les parents en parlent, d'autres pas du tout, qui le découvrent au moment de l'inscription sur Parcoursup. Donc voilà, moi, j'aimerais comprendre un petit peu ta situation à ce niveau-là en terminale. Moi, du coup, le milieu familial, pas du tout. Moi, mes parents, ils ont même pas le bac. Donc, c'est pas du tout leur Ok, environnement de base. ok. Et ouais, du coup, en terminale, j'étais en Nouvelle-Calédonie, hein, dans mon lycée. Et je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. Et en fait, cette pression-là de se dire à l'université, faut trouver un truc, faut vraiment se catégoriser. Moi, du coup, j'avais un peu peur de ça parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, à ce moment-là, et un petit peu avant, j'ai entendu parler de la prépa. Alors déjà, il y a mes professeurs qui m'en avaient parlé un petit peu, mais j'ai vraiment, entre guillemets, découvert la prépa grâce aux vidéos du Rire Jaune. Voilà, donc c'est pas super professionnel de dire ça, mais c'est la vérité, je les connais comme ça. Et en fait, dans ces vidéos-là et dans d'autres choses que après, parce que j'ai fait mes recherches à côté, j'ai entendu parler du coup de ce parcours-là, à quel point il est exigeant et à quel point aussi il peut ouvrir des portes. Les écoles de commerce, c'est quand même des établissements qui sont quand même assez réputés de par les enseignements de base de qualité que tu peux avoir. Et pour moi, en fait, c'était un peu la porte pour atteindre en fait des métiers que j'aurais peut-être pas eu de base. Parce que moi, du coup, c'est pas trop mon milieu d'origine, on va dire. Du coup, la prépa, c'était un peu, voilà, comme ils disent, je sais plus comment ils disaient ça, le chemin un peu d'or La voie pour royale. la voie royale, merci beaucoup. La voie royale pour les écoles de commerce. Et du coup, en plus, le fait d'avoir entendu parler de cette classe prépa et que
bah, qui c'est vraiment beaucoup de travail. Moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt bien les défis. Du coup, c'était un peu un challenge vis-à-vis de moi-même et c'est pour ça que j'ai choisi de d'intégrer du coup ce parcours-là, même si il est pas très, il est plutôt atypique en Nouvelle-Calédonie en tout cas. Ouais, ok. Mais en tout cas, de ce que tu dis, c'est que la manière dont tu l'as décrit, c'était plutôt. Bon, la voirière, hein, tu l'as dit, mais c'était quand même une filière où il fallait quand même travailler, Ah, fallait mettre les exactement. bouchées doubles pour y arriver. Voilà, pour moi, c'était vraiment l'intérêt, c'était que du coup, ça peut ouvrir beaucoup de portes différentes au final, parce qu'en école de commerce, tu as le choix entre plein de choses. Tu peux faire du marketing, de la finance, d'autres choses. Du coup, pour moi, c'est une façon un peu de repousser ce choix-là. Et en même temps, bah, ça me permettait en fait d'avoir, entre guillemets, voilà, de pas perdre des années en fait à faire une licence qui m'intéresserait pas 3 mois plus tard. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça l'intérêt. Donc, En c'est plus, plutôt par surtout rapport à que tu vois là, tu parles voilà, de l'intensité de travail qu'il y a fourni en prépa. Faut savoir qu'après aussi, derrière, bon, je saute un peu le pont, hein, mais une fois qu'on est en école et qu'on cherche un emploi, c'est vrai que ça. parfois, bah, outre le fait que voilà, le nom du diplôme compte beaucoup, il y a le fait aussi d'avoir passé par la prépa, ça démontre aussi aux, euh, aux managers qui vont nous recruter ou aux employeurs. Voilà, on est capable voilà, de soutenir une charge de travail qui est quand même assez forte. Mhm. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas fait de prépa ne sont pas capables de le faire, mais en tout cas, avoir fait une prépa, c'est un indicateur. Et c'est vrai que ça apporte une valeur ajoutée sur le dossier. Et parfois, pour aller aussi à l'extrême, il y a certaines entreprises qui refusent certaines candidatures parce que la personne n'a pas fait de prépa, et parfois même certaines prépas, tu vois. Genre. Ouais, déjà, j'ai entendu Il y a parler de ça vraiment un petit peu. catégorie. Donc. C'est vrai que Ouais, c'est assez chaud. Moi, perso, je l'ai pas vécu, heureusement. Mais je sais que, par exemple, quand on est en entretien, c'est un argument qu'on peut poser sur la table pour dire... voilà, après, n'importe quel argument peut être posé sur la table, il faut juste savoir l'argumenter. Mais du coup, moi, je sais que je m'en suis servi pour dire, voilà, pendant cette période-là, on travaillait beaucoup. On a dû accumuler une charge de travail importante. On a dû apprendre à gérer des tâches, toujours plus de tâches, de missions et de choses à apprendre. Donc, en fait, tu peux très bien t'en sortir en mettant ça en avant. Ce qui est peut-être un peu moins le cas quand t'as pas fait prépa, mais je pense qu'on peut quand même utiliser un argument un peu similaire. Mais c'est sûr que ça aide aussi au quotidien, parce qu'on acquiert en fait une capacité d'apprentissage qui est quand même assez balèze, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, top. Et quand toi t'étais arrivé en prépa, est-ce que ton ressenti par rapport à ce qu'on te l'avait décrit, c'était vraiment, enfin, est-ce que ton ressenti était le même dans le sens où tu disais que bon, la prépa c'était un milieu où il fallait beaucoup travailler. Est-ce que tu as ressenti une charge de travail une fois que tu es arrivé en prépa, ou est-ce que en fait pour toi de l'autre côté c'était un petit peu plus chill et ce n'est qu'après que tu as ressenti la charge de travail monter progressivement? Comment se sont déroulés tes débuts en prépa à ce Euh, niveau-là? ouais, alors du coup, bah moi, j'avoue que moi au lycée de base, je travaillais pas tant que ça, tu vois, genre comparé à la prépa, c'est rien à voir. Du coup, je suis arrivé un peu en prépa avec cet esprit-là. Alors, je savais que c'était beaucoup de travail et tout, mais je me suis dit d'abord on va commencer chill. Puis en fait, ouais, t'as d'abord les grosses charges de travail, t'as les DM de maths, tous les cols en fait à préparer toutes les semaines. Ça, c'était vraiment un choc de fou l'école. Dès le Et après, début? t'as les produits. Pardon? Dès le début? Ouais, dès le début, il me semble qu'on avait quoi, peut-être la première semaine, on n'en a pas eu, et peut-être la deuxième semaine, ça a commencé quoi. Donc Ok. au début, c'est vraiment, c'est assez impressionnant en fait, parce que quand toi t'es au lycée, tu fais que des trucs écrits. Tu rentres en colle, tu dois commencer à tenir un argumentaire ou alors à faire des exercices au tableau devant un prof. Tu sais, moi au début, moi je suis timide, je suis comme ça, tu vois. Donc c'était pas forcément très simple. Puis voilà, ça implique une charge de travail qui est importante. Puis après, t'as aussi les DS toutes les semaines. Puis en plus, tes premières notes, du coup, bah, ça fait mal, tu vois. Au début, ça fait très mal. Donc ouais, c'était quand même un choc important. Je me souviens que moi, j'avais toujours un cycle de sommeil un peu décalé. Du coup, des fois, je somnolais en cours. Et à mon prof de maths, il m'avait vu somnoler. Et à la fin du cours, il m'a dit tu dormais un petit peu là, non? Je lui ai dit oui, non, mais c'est parce que j'ai du mal à dormir la nuit. Et je me souviens qu'il m'a dit ça viendra, tu vois. Dans le sens où tu vas tellement être mort, tu vois, que la nuit, tu seras obligé de t'endormir directement, quoi. Donc ouais, il y a quand même une Après, je charge de pensais que travail qui est c'était importante. spécifique à toi. Je suis désolé de te couper, mais tu vois, moi, Ouais. j'avais le même problème. Pas qu'on prépa, mais c'est que moi, dès que le midi, je mange trop, j'ai envie de dormir l'après-midi. Ah, de Surtout, fou. surtout que si en plus je fais un truc qui m'intéresse pas là, c'est fini. Ouais, tu m'étonnes. Bon, en plus, ça dépend des matières. Je sais plus quelle Ouais. prépa tu m'avais dit que tu avais fait. Mais nous, on avait des Moi, matières genre philosophie ou lettres. Des fois, tu es obligé de dormir, tu vois. moi, tu vois, j'étais à la Bruyère, donc c'était prépa ECG.
En fait, Ah, j'en ai le rien pire, parlé, c'est ouais. que tu vois, genre, moi, quand je mangeais le midi et qu'après on avait maths, tu vois, c'était vraiment la matière où je voulais pas m'endormir parce que d'ailleurs, c'est vraiment hyper important. En plus, j'ai fait maths approfondie, donc les Ah coefficients ouais. sont plus élevés au concours dans cette matière-là. Et dormir dans cette matière, enfin, pour moi, je pouvais pas. Donc, ce que je faisais, Ouais, c'est c'est que, horrible. tu vois, genre, le midi, j'essayais d'éviter tout ce qui est sucre pour éviter les pics d'insuline. Et Mhm. je privilégiais plutôt les protéines. Et puis, c'était le soir où je me rattrape un petit peu sur les glucides. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que dormir Ouais, je comprends. l'après-midi, c'est vrai que c'est jamais bon en prépa. Ah, tu m'étonnes. Bah, surtout que, bah, après, moi, j'ai un peu fait la version un peu plus extrême. C'est que moi, du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de manger le midi, tout simplement. Parce que, bah, du coup, il y avait cet impact-là. En plus, nous, on était dans je sais plus si on appelle ça pareil, mais les salles Algeco, tu sais, c'est des sortes de blocs, qui est en dehors des bâtiments. Donc, c'est, entre guillemets, le soleil tape beaucoup plus dessus. Surtout qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de soleil. Donc, si jamais tu manges beaucoup, que tu as la chaleur et le soleil, et que tu as un cours en plus qui est ennuyeux, tu peux jamais tenir. C'est obligé que tu t'endormes. Ouais, ouais. Donc c'est assez C'est complexe. c'est ça qui sont mal isolés. Ouais, c'est ça. Des fois, nous, quand il pleuvait, ça pleuvait un petit peu dans la salle, tu vois. Donc, c'était un peu. Ouais, Ouais, dit comme ça, on dirait que c'était le Bronx, mais c'est pas si mal, tu ouais, vois. Mais... c'est vrai que dit comme ça. Ok. Du coup, une fois que la rentrée s'est déroulée, comment t'as ressenti, voilà, les premières notes? Est-ce qu'elles étaient bonnes, mauvaises? Comment tu t'es adapté par rapport à ça? Alors, les premières notes, elles étaient pas bonnes, hein. Elles étaient pas bonnes du tout. Enfin, elles étaient pas bonnes du tout. Je m'attendais à ça, en fait. Comme en prépa, moi, j'avais entendu parler de ça, et il me disait vraiment que le choc fait que tes notes, si t'as 3, t'es content, tu vois. Donc, moi, je me suis un peu préparé à ça psychologiquement. Du coup, quand au début, j'ai eu mes notes et que j'ai eu un 4, bah, j'étais content. Faut pas être content de base, mais bon, bref. Mais ouais, du coup, ça faisait un peu mal. Mais c'était surtout bah, enfin, les matières principalement où j'avais du mal. C'était du coup bah, les maths au début et les langues. Moi, je suis vraiment nul dans les matières des langues. Donc c'est surtout là que j'avais des notes très très basses. J'ai retrouvé un contrôle d'espagnol où j'avais eu 0,08 sur 20. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Ok. Mais voilà, surtout ces matières-là. Ensuite, le reste, ça allait plutôt. Disons que enfin, ça allait plutôt, c'était moyen, quoi. C'est très 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 moyen. Mais ça allait un peu mieux, quoi. C'était pas aussi grave. Et t'as réagi comment par rapport à ces notes? Qu'est-ce que t'as mis en place pour progresser? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Bah, au début, la première chose que je me suis dit, bah, c'est de retourner aux bases, pour les langues principalement, parce que c'était vraiment là où j'étais le plus mauvais. Je me suis dit, retourne aux bases, fais comme si tu découvrais la matière à nouveau. Comme je l'ai repris vraiment tout du début, j'ai acheté des petits calepins en fait, des petits cahiers dans lesquels en fait je tapais anglais cours sur internet. J'ai trouvé un site où il y avait plein de cours et tous les jours je faisais un cours ou un truc comme ça, enfin peut-être pas tous les jours, mais j'en faisais régulièrement et j'ai vraiment recommencé par la base, tu vois, genre mettre des majuscules sur les noms des pays, des trucs comme ça, tu vois, genre c'est vraiment des trucs tout cons qu'on pense savoir de base, mais je me suis dit, on part du principe qu'on sait rien et on réapprend tout petit à petit. Et ça m'a permis en fait de d'avoir au moins le niveau minimum qu'il faut pour survivre, on va dire, en prépa. Parce que par exemple, l'école, si jamais tu parles pas du tout, bah t'es foutu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, j'ai appris un peu, on va dire, la base. Donc les langues, j'ai fait ça. Les maths, j'ai essayé de faire un maximum d'exercices, hein, faire un maximum d'exercices. Moi, j'apprends vraiment par la pratique. Les théories, tout ça, je déteste ça. Donc moi, c'était vraiment la pratique. Je fais un exercice, je le corrige, j'essaie de voir ce que j'ai pas compris et j'assimile ce process-là, puis je recommence. Et après, voilà, les autres matières, bah, du coup, philo et éco, ça, c'était plutôt essayer de les étudier un peu plus régulièrement, quoi. Parce que disons que quand t'es au lycée, tu révises très rarement, à part si t'as un contrôle. Donc là, j'essaie de commencer un peu ces automatismes-là, de vraiment faire l'effort de réviser. Donc j'ai dû aller progressivement. Au début, c'était très rare. Puis après, c'était un peu de plus en plus au fur et à mesure, quoi. En plus, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est par rapport particulièrement en langue, où t'as remarqué que vraiment que t'étais vraiment mauvais, donc t'es reparti des bases. Et pour le coup, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où on arrive en prépa, où on demande quand même à un niveau où on demande pratiquement aux étudiants d'être presque bilingues, hein. Je veux dire, Mhm. quand on te demande de parler de la géopolitique états-unienne en anglais, tu vois, t'as que 10 minutes pour préparer.
Bon, c'est il faut ça. quand même avoir des arguments solides et savoir aussi articuler et argumenter sa réflexion. Mais le Mhm. fait est que, tu vois, de reprendre vraiment les bases et juste bah, commencer à apprendre à mettre des majuscules là où il le faut, peut-être revoir les conjugaisons qui n'ont peut-être pas été bien apprises au lycée. Ouais, ouais, En exactement. fait, ça ne peut faire que du bien et parfois faut faire preuve d'humilité, de se dire, bon bah, en fait, j'ai pas du tout le niveau prépa, bah, je vais redescendre un peu d'un cran, je vais retourner sur les bases du lycée, je vais tout réenclencher pour avoir vraiment une base solide. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour les étudiants et d'éviter, en fait, de construire sur des bases bancales. Parce Ouais, c'est ça, qu'après, bah, au exactement. fur et à mesure que les chapitres avancent, bon, ça va se complexifier. Il y aura des notions. Il va falloir en fait maîtriser certains chapitres qui n'ont pas été abordés en prépa, mais qui sont censés être sur le lycée. Sauf que si on ne le sait pas, on va se mélanger les pinceaux. Et tout ça, ça fait qu'à la fin, on peut arriver au concours avec un niveau catastrophique où tu as des étudiants en fait qui vont apprendre des bouts de phrases par cœur, où ça va être bien rédigé, parce que justement, ils l'ont appris par cœur. Et Ouais. juste la phrase d'après, là où ça vient de l'initiative de l'étudiant, on a une phrase vraiment totalement dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Avec des conjugaisons, on sait pas d'où ça sort. Et là, en fait, t'as des correcteurs qui s'arrachent les cheveux parce que d'un côté, on a un étudiant qui va te sortir une phrase idiomatique hyper stylée qui donne l'impression qu'il est bilingue. Et Mhm. derrière, on a une autre phrase bah, qui tranche avec la précédente où là, bah, même les notions de base du lycée sont pas sues. Et derrière, en fait, ça donne un mauvais signal au correcteur. Il y a juste titre, hein, qui va se dire bon, moi, cet étudiant, il a juste appris quelques phrases par cœur, mais en soi, il sait pas parler, il sait pas disserter, il sait pas faire d'essai. Bah, derrière, ça passe pas, quoi. Donc, ouais, en tout cas, en termes de niveau, moi, je préfère avoir un étudiant qui a un niveau moyen, voire faible, mais avec des bonnes bases solides, où il va faire très peu d'erreurs, il aura pas une langue mirobolante. Au moins, il va limiter la casse, qu'un étudiant qui va apprendre des phrases par cœur à gauche à droite avec un niveau bah, vraiment assez hétérogène où les seules phrases qui réussissent c'est celles qu'il a prises par cœur. Tout de suite, vraiment, ça donne une mauvaise impression au jury et derrière, on a des mauvaises notes. Et donc, c'est sûr que, ouais, par rapport à ça, faire preuve d'humilité et bah, revenir aux bases, ça ne peut. Ah mince, la caméra a bougé, ça arrive. Faire preuve d'humilité et de se dire que bon, bah, on va revoir les bases, bah, ça ne peut que faire du bien aux étudiants. Et peut-être que limite, rien qu'en faisant ça, ils vont peut-être progresser plus vite plus tard. Au début, c'est un peu Mhm. difficile, c'est pas marrant parce qu'on voit les autres avancer, nous on progresse pas. Mais derrière, je pense que c'est nécessaire pour avoir un niveau convenable pour les concours. Moi, je sais pas ce que t'en penses. Ah si, bah si, absolument. En vrai, moi je pense que c'est la bonne méthode, je pense. Parce qu'en fait, des fois, si jamais tu veux construire sur des choses que tu ne sais pas vraiment, je sais par exemple que moi les verbes irréguliers en anglais, je les ai jamais appris de tout mon collège, tout mon lycée. Et je sais que j'y allais un peu parce que ça sonne bien, tu vois, et j'ai essayé, tu vois. Et en fait, bah tu peux passer pour beaucoup plus bête que tu ne l'es, même si ça peut être mérité du coup pour ce cas-là. Mais en fait, ouais, voilà, ça peut éviter de faire des erreurs dont on ne se rend même pas compte. Et je pense que ça peut être beaucoup plus utile, en fait, de vérifier ces bases-là. Surtout que les bases, si on les a vraiment, ça va plutôt vite, ces étapes-là. En quelques jours, tu peux rattraper ce retard-là. Donc, après, voilà. Une fois que tu as rattrapé ce retard-là, tu peux essayer de vraiment augmenter ta base de vocabulaire, etc. Pour ensuite vraiment essayer de développer tes skills pour ensuite bah, bientôt sortir au concours. Mais je pense que voilà, au moins il faut être sûr que la base est solide, quoi. Je pense que ça peut aider dans ce sens-là. Et c'est pareil bah, Ouais, pour les autres matières, hein, pour le coup. ouais c'est sûr. Et est-ce que, à l'inverse, toi, t'avais des matières où t'étais vraiment fort ou où t'avais plus de facilité? Ouais, alors bah, de base au lycée c'était les maths. Moi les maths je trouvais ça divertissant en fait. Je trouvais que c'était la matière où en fait le temps que tu fasses un exercice, il y a 20 minutes qui sont passées. Du coup les cours allaient plus vite. Du coup moi ça m'intéressait beaucoup plus que les cours à rallonge. Donc les maths j'aimais bien, mais bah comme je te l'ai dit, bah au début c'était quand même dur. Le choc était assez brutal. J'ai commencé, j'avais des 4, des trucs comme ça. Donc malgré le fait que j'aimais bien ça au lycée et tout, le choc a quand même été brutal. Mais comme en fait j'avais déjà entre guillemets appris à aimer les maths, bah c'est quand même quelque chose que je faisais, même si je me plantais, que j'aimais entre guillemets faire. J'aimais en fait essayer de trouver la solution au truc et au final, à force de faire, on progresse. Donc c'est une matière que j'ai plus aimé et que j'ai bien réussi à progresser au fur et à mesure. Donc surtout celle-là. Puis après, il y a aussi l'économie que j'aimais aussi beaucoup au lycée et que j'ai pu beaucoup plus pousser du coup en prépa.
Ça, il n'y a pas eu de vrai gros choc en mode c'était moins bien, puisque c'est à peu près la même chose, hein, c'est t'apprends des choses et après tu fais des dissertes dessus. Donc c'est à peu près le même concept, on va dire. Et ça, voilà, ça c'était aussi une matière que j'aimais bien, malgré le fait qu'il faut quand même une sacrée mémoire pour cette matière-là, parce qu'il faut savoir les dates, faut savoir les événements, faut savoir les trucs et tout. Donc c'était ma difficulté, mais c'est quand même une matière qui m'intéressait bien et que j'aimais bien. Ok. Ok, top. Et par rapport justement à ta première année, c'est pour ça aussi que du coup je t'avais contacté sur Instagram. C'est parce que dans ta vidéo, tu parlais du fait que pendant ta première année, je crois, hein, après tu me corrigeras, Mhm. tu avais aussi un emploi à mi-temps en même temps que tu faisais ta prépa, donc 25 heures par semaine. Sachant que ces 25 heures-là, en fait, tu aurais pu les allouer au travail dans ta prépa. Donc moi, j'aimerais comprendre, enfin, moi, je sais pourquoi, moi j'ai la réponse, mais pas les auditeurs. Donc est-ce que Ouais. tu pourrais expliquer pourquoi tu as choisi ou tu as été contraint, je pense que c'est plus ça, de faire un travail saisonnier et comment justement tu as réussi au fur et à mesure à avoir une bonne balance entre prépa et travail personnel, donc travail à mi-temps. Bah alors déjà, juste pour préciser, c'est pas ma première année que j'ai travaillé parce que c'est à partir de ma deuxième année que j'ai trouvé un Ok. taf et que j'ai travaillé. Parce qu'en fait, première année, j'étais surtout focalisé sur le permis et avoir une voiture parce qu'en fait, il me fallait une voiture pour trouver un taf, etc. Oui, Euh, c'est ça. Il y avait ouais, c'est cette ça. étape-là. Du coup, Bon, c'était un commençons problème par le après permis l'autre. alors, si tu veux bien. Ah bah ouais, si tu veux. Bah le permis, c'était entre guillemets assez simple en fait comparé à la suite. Bah je révisais le code dès que je pouvais quoi. Et après, je calais des heures peu importe quand. Et je séchais les cours en fait au besoin pour aller faire mes heures de conduite. Petite anecdote, juste après une colle, je devais quitter du coup la colle et sécher les cours de maths pour aller faire mon heure de conduite. Et en fait, la colle que j'avais, c'était une colle de maths. Du coup, il y avait le prof qui était là à nous corriger et en train de manger son McDo à côté. Il n'avait pas touché son gobelet de coca. Et du coup, à la fin, il me fait est-ce que tu veux le prendre? Voilà, t'as bien bossé, tu mérites et tout. Et sur le point de le prendre, je fais en fait, je sais pas si je mérite parce que je m'apprête à sécher votre cours pour aller faire des heures de conduite. Il m'a regardé avec des yeux assassins. Il a fait vas-y, prends et barre-toi, vas-y. Du coup, j'ai un peu compilé le truc comme je pouvais. Je calais des heures quand je pouvais et je séchais les cours au besoin. Je me disais, bah, vas-y, je rattraperai ça, quoi. Donc, voilà. J'ai essayé de compiler ça au maximum, mais j'avoue que j'ai quand même laissé plus de place au permis que les cours au besoin. Parce qu'en fait, si jamais moi qui n'avais pas d'argent, en fait, de base, une heure de conduite, c'est 50 euros. Donc en fait, si jamais tu commences à mettre des heures que quand tu peux, surtout quand tu es en prépa, t'as jamais de temps. Et du coup, en fait, ça peut te faire en sorte que ton permis, au lieu de l'avoir en quelques mois, bah, tu vas l'avoir en beaucoup plus de temps. Et du coup, des fois, tu peux rater, tu dois reprendre des heures, tu repères de l'argent, c'était une galère. Du coup, je préférais condenser le truc au maximum. Et du coup, j'ai réussi à avoir mon permis à peu près vers la fin de l'année, un truc comme ça, genre octobre. Alors, je précise aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, du coup, on a un emploi du temps qui est décalé. Nous, les vacances d'été, c'est en été. Du coup, pour nous, c'est en décembre. Donc, en fait, on a nos grandes vacances en décembre, de décembre à début février. Donc, voilà, nous, notre année, c'est de janvier de février, du coup, à décembre. L'année de cours, entre guillemets. En Voilà. fait, une vraie année comme on l'entend, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça, Sans moi, ce quand qui je suis était arrivé avant. en France, j'ai pas trop compris le concept, mais c'est pas grave. Ok, bah justement, nous aussi, de notre côté, on comprend pas le concept Ouais, c'est la ça. En vrai, je Nouvelle-Calédonie. comprends, mais voilà, Mais c'est ça a chiant. l'air plus logique dans ce sens-là, hein. Moi, ça, je disais rien. Mais ok. Dans la vidéo, justement, tu disais que tu avais besoin du permis justement pour travailler en même temps à mi-temps, parce que c'était nécessaire pour toi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Ouais, en fait, c'est tout simplement parce que bah, entre chez moi, là où j'habitais, et le lycée, du coup, là où il y avait la prépa, c'était quand même assez loin. Du coup, moi, c'est mon père qui me déposait les matins et qui venait me chercher le soir. Mon père qui, du coup, était sans emploi, du coup, c'était pas trop un problème à ce moment-là. Mais c'était un problème, en fait, parce que bah, pour retrouver un emploi, bah, ça l'emmerdait, en fait, pardon le terme, ça le pénalisait dans sa recherche d'emploi. Du coup, bah, je me suis dit que pour avoir un travail, il faut que je sois libre en fait de pouvoir me déplacer comme comme je veux quoi. Et en plus, en Nouvelle-Calédonie, on est plus orienté voiture. C'est moins le cas en métropole dans les grandes villes où tu as beaucoup de transports en commun, etc.
Nous, en Nouvelle-Calédonie, on a que des bus, et du coup, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Si jamais tu termines à 22 heures, je suis pas sûr que tu trouves forcément un bus, ou alors ça va te prendre 1 heure et demie pour rentrer chez toi, donc c'est quand même une galère. Donc pour moi, c'était le plus pratique, c'était la voiture. Donc c'est pour ça qu'il me fallait absolument ça pour avoir en fait cette liberté-là, de pouvoir ensuite trouver un travail et m'y rendre sans problème, quoi. Ok. Et une fois que tu as eu ton permis, tu as commencé à travailler, c'était dans quel job? Enfin, est-ce que tu peux détailler et expliquer pourquoi du coup tu avais besoin de travailler pendant que tu étais en prépa en même temps? Ouais, bah du coup j'ai obtenu mon taf quelques semaines, il me semble, après avoir obtenu ma voiture du coup. Euh, C'était en fin d'année, du coup l'année venait de se terminer. On était enfin en grandes vacances et une semaine après, j'ai une pizzeria du coup qui m'a rappelé parce que j'avais déposé mon CV. Une pizzeria qui était juste en face de mon lycée, donc c'était quand même vachement pratique qui m'ont rappelé et du coup ils m'ont proposé le travail pour les vacances. Du coup moi j'ai directement accepté et du coup j'ai accepté et je cherche un travail parce que bah du coup moi on a été plutôt des galères financières euh, vite fait. En gros bah du coup comme je l'ai dit mon père il a été sans emploi à l'époque et moi je vivais exclusivement avec mon père. Du coup il y avait moi mon père et mon petit frère une semaine sur deux et bah du coup bah sans revenu c'est assez compliqué. Surtout que nous, on n'avait pas d'épargne et pas de épargne de précaution, tout ça, on n'avait pas. Donc c'était quand même très compliqué à ce moment-là, sur cette époque-là. Et bah du coup, bah comme vous devez le savoir, une école de commerce, ça coûte extrêmement cher. Et du coup, il y avait du coup cet enjeu-là de comment réussir en fait à financer cette école de commerce. Donc j'ai étudié un peu les différentes possibilités. Et parmi toutes les possibilités, celle qui m'apparaissait le plus sûre et qui dépendait en fait entièrement de moi, c'était de trouver un travail pour financer la première année en école de commerce, pour ensuite enchaîner avec de l'alternance. Mais du coup, il me fallait au moins un certain seuil de cash, entre guillemets, pour financer cette première année. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un travail. Du coup, que j'ai trouvé un travail pendant les vacances, au début, entre la première et la deuxième année. Et ensuite, du coup, quand les vacances sont terminées, mon patron m'a proposé du coup de continuer à mi-temps ce que j'ai accepté. Du coup, parce que bah, du coup, j'avais pas trop le choix en vérité. Donc j'ai accepté. Du coup, c'est un contrat à mi-temps. À mi-temps, je sais plus c'est combien de temps de base. Il me semble que c'est En 7 heures, un truc étudiant, comme je ça. pense, c'est 25 heures par semaine. Après, c'était Ah ok. peut-être moins pour toi, je sais pas. Bah moi, je sais pas. Il me semblait que c'était à peu près la moitié d'un 35 heures, un truc comme ça. Mais du coup, moi, je partais plus sur un 25 heures. En fait, tout bêtement parce que bah déjà moi, j'étais en restauration du coup dans une pizzeria. Donc bon, les shifts, tu peux pas te barrer quand tu veux. Donc t'es obligé de rester là. Puis même quand le shift se finit, tu vas pas partir plus tôt alors que tu as les collègues qui sont là en train de nettoyer le sol et tout le reste. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'heures. Et du coup, moi, je faisais mes 25 heures à peu près par semaine parce que bah, du coup, ça me permettait d'avoir à peu près du 100 heures par mois, ce qui me permettait d'avoir à peu près du 700 euros à peu près net par mois, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, j'essaie de faire un maximum d'heures pour pouvoir économiser un maximum. Et du coup, j'avais à peu près 25 heures réparties en 5 shifts, du coup, que je commençais du coup le vendredi directement après les cours, parce que je finissais vers du 16 heures, un truc comme ça, à 16h30. Du coup, après, je traversais la rue et j'allais directement ouvrir la pizzeria et commencer à faire la préparation. Et du coup, après, je faisais mes 4 shifts, du coup, bah, les soirs, le samedi et le dimanche, et le midi également. Donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'on se faisait, que je faisais, pardon. Et bah voilà, j'avais cette chance-là entre guillemets, c'était que nous, nos DS, c'était le lundi matin. Pour beaucoup, je crois que c'est le samedi. Enfin, ça peut être le samedi. Ouais, Nous, ça peut être les heureusement, samedis. c'est pas le cas. Ouais, voilà. Donc moi, si ça avait été le samedi, je sais pas comment j'aurais fait. Ça aurait été vraiment une galère. Donc au final, c'était plutôt bien compilé. Donc j'ai eu un peu de chance quand même par rapport à ça. C'est cool. Ouais. Ok. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, pendant que les autres bah, partent en week-end, justement pour bah, peut-être potentiellement travailler le DSE de la semaine suivante, bah, en fait, toi, t'es en train de travailler à la pizzeria. Ouais, c'est une vérité. C'est un fait qui fait mal quand tu T'avais es en pas de train de week-end, quoi. travailler. Enfin, Ouais, c'est ça. Bah j'avais pas de week-end. Donc c'était assez complexe. Les premiers temps étaient vraiment très très durs. Mais voilà, j'essaie de me dire, ça dure que une année, tu vois, entre guillemets, la deuxième année. Et ensuite,
Ensuite, la vie continue, tu vois, mais c'est qu'une galère, entre guillemets, qui est temporaire. Donc, endure un maximum et ça va le faire. Et c'est sûr que quand tu regardes les stories Insta et que tu vois tes amis qui vont à la plage, parce que en plus nous, on a un environnement qui est quand même plutôt sympa en Nouvelle-Calédonie. Du coup, tu vois les collègues qui font des soirées, qui vont à la plage, qui vont à la montagne, plein de choses comme ça, et que toi, bah, t'as pas trop le choix parce que t'es en train de bosser tout le temps en fait, et que en plus t'es mort de fatigue. C'est assez dur psychologiquement, on va pas se mentir. Mais au fur et à mesure, on s'y fait. On essaye de se dire que c'est la vie, c'est comme ça. C'est c'est un peu, bah, voilà, je l'ai choisi. C'était mon choix de faire ce parcours-là. Donc après, la seule question qui tient, c'est est-ce que tu le veux vraiment et puis point barre quoi. Donc c'était ça que j'essaie de me garder en tête quoi dans ces moments difficiles. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, je sais pas, que une des personnes de ta prépa arrive dans la pizzeria, parce que vu que c'est juste en face de ta prépa, je crois qu'elle vient de commander et qu'elle te dise du coup, Evan, qu'est-ce que tu fais là Tu vois, je sais pas. Euh, alors non, c'est Est-ce que jamais c'est arrivé. déjà arrivé? C'est jamais Euh, arrivé, ok. je crois que c'est parce qu'en fait la pizza est dans un quartier où bah du coup eux n'habitaient pas. Mais alors c'est peut-être pas eux, mais il y avait peut-être des amis en dehors de la prépa qui m'avaient vu et tout ça, donc ça c'est toujours marrant. Mais en prépa non. Après, au fur et à mesure, parce que moi j'aimais bien en fait, ouais c'est mon petit côté superficiel peut-être, mais j'aime bien faire des stories et des trucs comme ça, parce qu'en fait en le postant j'avais le sentiment de voilà, je l'ai fait, tu vois, entre guillemets une preuve à moi-même, parce qu'en plus moi j'aime bien regarder en arrière, voir les memories et des trucs comme ça. Donc du coup je faisais un peu des stories comme ça et du coup bah ils ont compris en fait que bah, je travaillais à côté. Et ouais, à ce moment-là, il y en a qui me disaient comment ça comment ça mon ref comment tu fais ça et tout donc ouais, Bah, justement, c'est là, c'est le moment de répondre à la question, comment t'as fait? c'est pas tu vois en vérité, tu vois, je saurais pas dire en fait le simple la vérité, elle est peut-être simple et entre guillemets brutale, c'est quand t'as pas le choix, tu le fais. Point barre, tu vois. Donc en fait, je conçois totalement qu'en fait que d'un point de vue extérieur, ça peut sembler impressionnant et vraiment à des années-lumière de ce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait faire. Mais en vérité, quand t'es dedans et que t'as pas le choix, c'est presque naturel. Tu te dis en fait, j'y vais, j'endure, point barre quoi. Donc tu tiens le coup et tu te concentres un shift à la fois et t'essaies de tenir le plus longtemps possible. Moi, j'avais commencé par un contrat de 3 mois. Du coup, au début il me semble, des 3 premiers mois du coup de l'année scolaire, on va dire. Du coup, j'ai commencé par un truc de 3 mois et je me suis dit, on verra dans 3 mois. Si dans 3 mois je tiens pas, j'arrêterai. Si je vois vraiment que mes notes dégringolent et que j'en peux plus, j'en ai marre et tout ça, bah, j'arrêterai. Et j'ai tenu jusqu'à ce moment-là. Et arrivé à ce moment-là, je me suis dit, bah, continuons, continuons, Ok. on verra bien. Alors, bon, je suppose que bon, pendant les vacances, bon, là, tu y allais, tu travaillais, mais une fois que tu avais signé ton contrat à mi-temps, pendant que tu Mhm. étais en prépa, comment tu t'organisais, pardon, comment tu t'organisais pour bah, faire le travail qui est demandé en prépa, ou même réviser de ton côté en autonomie, et en Mhm. même temps être toujours efficace pendant que tu étais à la pizzeria. Enfin, c'était quoi ton organisation? Comment tu faisais pour être reposé suffisamment? Donne-nous tes secrets, s'il te plaît. Alors, reposer, je suis pas sûr que le terme soit le bon. En gros, ce que je faisais, c'est que bah moi, je me suis créé un emploi du temps. Je te l'enverrai peut-être si tu veux, jamais tu veux le rajouter, mais je m'étais fait un emploi du temps, je l'avais dessiné et tout. Et en gros, j'avais regardé à peu près tous les moments de libre que j'avais en dehors des heures de cours et des heures à la pizzeria. J'avais compté également les temps de trajet. Voilà, on est vraiment dans l'optimisation, du coup, j'avais compté ça également. Et ensuite, j'avais essayé de calculer pour rajouter, enfin inclure un certain nombre d'heures de sommeil. Voilà, quoi. Après ça a un peu disparu au fur et à mesure, mais bref. Et du coup, j'avais fait ça, et je me suis dit, en fait, quand tu compiles tout ça, il te reste quand même pas mal d'heures, en vérité. Le soir, quand tu termines bah, avant même le soir, le matin, j'avais pris l'habitude de me réveiller un peu plus tôt. Nous, on a les cours qui commencent à peu près à du 7 heures à 7 heures le matin. Je sais que c'est un peu plus tard en métropole. Ouais, Nous, on 8 heures. commence à 7 heures. En fait, c'est juste simplement calé par rapport au soleil. Du coup, on a juste un rythme de vie qui est différent. Mais du coup, on commence à 7 heures. Du coup, moi, je me suis dit, bah, je, je dois partir de chez moi, entre guillemets, à 6h30. Et de base, je me réveille à 6 heures. Alors, on va se réveiller à 5h30. Et on va se réveiller, on va se débarbouiller vite fait. On va se poser, on va réviser un petit coup. Et ensuite, on va aller en cours et on va enchaîner. Le midi, du coup, comme je t'ai dit, bah, j'avais pris pour l'habitude de pas manger le midi. Parce que, bah,
nous, on n'avait pas de crous, on avait que la cantine du lycée. Et moi, je trouvais que c'était à peu près du 3 euros le repas, un truc comme ça. Et bah, comme je t'ai dit, nous, c'est un peu la galère à la maison. Donc, je me suis dit, laisse tomber, on va pas faire ça tous les midis. Au début, j'allais au magasin, je m'achetais une pomme, je me disais, ça faisait le taf. Et au fur et à mesure, je me suis dit, laisse tomber, on s'en fout, on va pas perdre de temps. Autant la Et manger. ouais, bah, au bout d'un moment, je skippais les repas. Et du coup, je révisais un peu pendant cette pause-là. Et du coup, le soir, en fait, bah, on a plutôt pas mal de temps. Moi, j'avais mon père, du coup, qui faisait la cuisine. Du coup, ça, c'est cool. J'avais pas besoin de le faire. Du coup, je gagnais entre guillemets du temps. Du coup, je rentrais, je relaxais 5 minutes et ensuite, je me posais sur mon bureau et je bossais jusqu'à... Je saurais pas dire, peut-être ça dépend des jours. Des fois, jusqu'à des 22 heures, des fois jusqu'à des minuit, des fois un peu plus tard. Et comme ça, ainsi de suite. Du coup, je faisais tout ça la semaine. Et le week-end, en fait, le week-end, c'était un peu plus relax, entre guillemets, sur les heures de libre. Je dormais un peu plus tard parce que je commençais le taf à 9h30, 10h, un truc comme ça, je sais plus. Du coup, je faisais une grasse matinée. Du coup, après, j'ai appris l'habitude, en fait, de réviser et de faire des fois mes DM de maths et d'autres devoirs à la pizzeria. Donc, ça, en fait, j'ai réussi à le faire, c'est le midi principalement, parce que le midi, il n'y a pas beaucoup de gens dans ma pizzeria. Du coup, c'est un peu Ok. plus relax. Donc, je pouvais me permettre en fait de venir avec des fiches et tout ça, réviser, faire mes DM et des trucs comme ça. Plus ça allait, plus je prenais mes aises. Hein. Plus ça allait, plus je ramenais un plus gros bouquin, des trucs comme ça. Mais mon boss m'a jamais dit quoi que ce soit par rapport à ça, donc c'est cool. Il était au Euh, courant que en même temps t'étais en prépa? ouais, ouais, il était au courant. Ok. Parce que justement, quand il m'a proposé le premier contrat, je lui ai dit, tu me laisses le temps d'y réfléchir, parce que je suis en prépa à côté quand même, donc c'est un peu galère. Mais du coup, voilà, il m'a souvent vu réviser et avoir des fiches, des trucs comme ça. Il m'a jamais dit quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt cool. Heureusement, j'ai quand même eu un environnement assez positif à ce niveau-là. Et du coup, ouais, je réalisais mes DM et mes révisions aussi en prépa, pardon, à la pizzeria. Et du coup, voilà. Du coup, je travaillais entre guillemets tout le temps. Euh, et en fait, je gardais mes fiches tout le temps sur moi. En fait, j'avais tout le temps, moi qui faisais pas de fiches, qui travaillais pas trop au lycée, j'ai découvert le process de faire des fiches. Et en vrai, game changer. Si vous les faites pas, faites-en. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, pour moi qui ai une très mauvaise mémoire, le simple fait en fait de relire le cours, de relire les informations, de sélectionner les bonnes informations, de faire la fiche, ensuite de surligner les trucs extrêmement importants dans la fiche, puis ensuite de garder les fiches avec soi et de les relire à chaque fois que tu as 5 minutes, bah, au final tu vois l'information 15 fois et du coup tu as beaucoup plus de chances de la garder en mémoire. Du coup c'est un peu ma technique on va dire, c'était j'ai tout le temps des fiches sur moi. Peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, j'en ai tout le temps sur moi. Et dès que j'ai un moment, je les lis. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir en fait pas mal d'informations accumulées dans ma tête, malgré ma mémoire de merde. Mais tu vois, là par exemple sur les fiches, tu vois, c'est là où je serais en désaccord avec toi. Tu vois, moi je suis anti-fiche. Ah Enfin, ouais, je suis pas ok, anti-fiche. Je suis anti-faire des fiches. Le d'accord. truc, c'est que, en fait, pour moi, le processus de faire ces fiches, c'est du temps que tu perds à ne pas apprendre ton cours. Même si en soi, en les faisant, tu les apprends. Ouais. C'est vrai qu'en fait, que pour beaucoup d'étudiants actuellement, quand ils nous le disent, parfois Ah, ils je vont vois. passer 4 heures à faire une fiche pour un cours de maths ou un cours de Ouais, mais... jogo. Ce qui est trop, tu vois. Donc après, bon, si t'as la méthode pour aller vite, bon, il n'y a pas de souci, hein. Mais du Mhm. coup, moi, je serais plutôt partant de dire, bah, soit de prendre les fiches de ses camarades, soit d'en acheter directement. Comme ça, on a déjà des informations présélectionnées prêt à utiliser pour le concours. Et une fois Mhm. qu'on y est effectivement en cours, bah, les informations que nous dit notre prof, si c'est intéressant, on les note en plus. Mais au moins, tout le travail en amont de vraiment restituer le cours sous forme de fiche, donc faire le travail, déjà d'avoir l'intelligence de savoir bien sélectionner les bonnes informations. Il faut déjà avoir une bonne maturité pour pouvoir le faire, donc en début de première année, c'est assez compliqué. En plus Mhm. de ça, il suffit que tu écrives mal à la main. Dans les prépas, on interdit les ordinateurs. Bon, bah voilà, si tu as mal pris ton Ah cours, ouais? bah là aussi, ça va être compliqué de restituer sur ta fiche. Et puis Mhm. derrière, bah, en fait, ça prend beaucoup de temps. Il faut sélectionner, il faut tout réécrire à la main. Et c'est vrai que parfois, il y a des étudiants qui vont passer toute une soirée à faire des fiches au lieu même de faire des exercices. Je sais pas, prendre un sujet de colle et faire un sujet, ou faire des Mhm. exercices de maths. D'ailleurs, ça leur prend beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'ils pourraient utiliser pour faire des exercices. C'est pour ça que je suis anti-fiche, parce que je sais que la quasi-majorité des étudiants euh,
prennent trop de temps et n'ont pas la maturité pour sélectionner les bonnes infos. C'est Ok, pour ça ouais. que, bon, chez Horizon, nous, on leur donne les fiches comme ça. Ils n'ont pas à se casser la tête avec ça. T'en as Ouais. d'autres, ils prennent ceux de leurs camarades. Ça aurait pu être toi. Mais ouais, ouais. Mais après, bon, chacun sa méthode, hein. Ouais, c'est Toi, ça. Après, t'as bien c'est réussi comme ça. Pendant qu'en plus, t'étais en 25 heures. Donc, franchement, bah, chapeau, quoi. c'est gentil. Mais ouais, bah moi dans mon process à moi, je trouvais ça important parce qu'en fait, ça, je sais que moi la mémoire visuelle et tout, ça aide entre guillemets. Donc c'est pour ça que je mettais plein de couleurs, des trucs comme ça. Et je vois exactement ce que tu veux dire en fait parce que moi aussi je voyais des gens, époque en prépa, tu vois, au lycée et tout ça, qui passaient en fait des heures à faire des fiches, à les faire bien clean, bien écrire, euh, avec des styles d'écriture, tout comme ça. Voilà, après ça dépend en fait de comment de comment tu t'y prends. Moi, par exemple, comme je sais que j'avais que quelques heures de libre, entre guillemets, pour les révisions en dehors de tout ce que j'avais à faire, je savais que quand, en fait, quand j'avais une heure pour bosser, j'y allais et j'étais focus à 200% et c'était vraiment le souci, en fait, de productivité. Je savais qu'en une heure, il fallait que je fasse, par exemple, que je fiche, par exemple, tout le cours d'économie, ficher également les formules de maths, etc. Pour ensuite avoir ces fiches-là à me trimballer au taf et les réviser au taf. Donc, en fait, c'était ce souci-là d'être efficace qui faisait que peut-être que je prenais moins de temps pour faire des fiches que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas cette pression-là, tu vois. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. Et aussi, moi, le fait T'étais d'écrire, dans un simplement, état je le de retiens mieux. flow quand tu faisais tes fiches, quoi. Je sais pas si tu vois Pas, ce que pas... c'est. La tête floue, c'est quoi? C'est quand tout est flou aux alentours L'état et... de flow, c'est une période où, quand tu te mets à travailler, en fait, toutes les distractions qui sont autour de toi deviennent futiles. C'est-à-dire qu'on peut parler, pas avoir du bruit. En fait, t'es tellement concentré sur la tâche que t'es en train de faire que les informations ne traversent pas ton cerveau. Je sais pas Mhm. comment dire. Tu peux entendre des choses, mais tu vas pas les C'est un peu un bruit interpréter. sourd, ouais, je peux comprendre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et Ouais, généralement, tu vois, ça vient après 30 minutes de travail intensif. Ça ok. peut durer, tu vois, jusqu'à 4 5 heures, vraiment, pour ceux qui sont vraiment entraînés Ah là-dessus. ouais. Et après, les 30 dernières minutes, c'est là où, justement, dans la période où tu termines, que là, tu commences à reprendre connaissance des informations qui sont autour de toi. Ok, waouh. Moi, je crois que ça m'est jamais, entre guillemets... Ah, si, peut-être. Parce que, bah, comme je l'avais dit dans ma vidéo, moi, j'étais dans un petit appart, du coup, avec mon père et mon petit frère. Et mon père parle fort. C'est un détail, mais qui est important. Et du coup, avec les murs en placo, bah du coup, je l'entendais comme s'il était à côté de moi. Avec mon petit frère qui jouait à la play juste à côté de moi également, c'était compliqué. Surtout quand il était en train de crier sur Fortnite, j'ai 120 ping et des trucs comme ça rend fou, tu vois. Mais voilà, en fait, cet environnement-là a fait que euh, étonnamment, quand t'essaies de lire, t'essaies vraiment de te boucher les oreilles. Des fois, j'étais comme ça, tu sais, en train d'essayer de réviser. Et au bout d'un moment, en fait, on s'y habitue. Ce qui peut être compliqué, hein, quand il y a quelqu'un qui te parle à côté, c'est toujours compliqué de réviser. Mais voilà. En fait, je dirais qu'au final, on s'y fait. En tout cas, moi, je m'y suis fait. J'ai réussi un peu à compiler ça, même si, bon, des fois, c'est très compliqué, quoi. Après, heureusement, comme j'ai des horaires euh, voilà quoi, des horaires entre la prépa et le taf. Le week-end, quand le petit frère était là, moi j'étais au travail, donc au final ça me pénalisait pas tant que ça. Et quand je rentrais le soir, il dormait. Donc au final, moi j'étais là avec ma lampe de chevet en train de bosser, et là il y avait pas de souci. Mais ouais, du coup l'état de flow, peut-être que je l'ai eu quand il y a eu toutes ces distractions là. Mais ouais, après ça reste quand même compliqué quoi. D'accord. Et en même temps que, du coup, tu étais en train de travailler le week-end dans cette pizzeria, est-ce que ça a eu un impact négatif sur tes notes ou est-ce que ça a rien changé? Est-ce que même, étonnamment, il y a eu une progression sur ta deuxième année? Étonnamment, il y a eu une progression. Alors, pas tout de suite. Au début, ça s'est carrément impacté dans le sens où peut-être mes notes ont un petit peu baissé, ou alors elles sont un petit peu maintenues, mais moi je sentais en fait que j'avais toujours des difficultés, que j'arrivais pas à progresser au début en fait. Donc c'est surtout par rapport à ça dans la première partie. Et aussi, bah, du coup, il y a les conséquences directes, c'est la fatigue. Je m'endormais en cours beaucoup plus souvent. Je dormais à quasiment tous les cours de philosophie ou de lettres.
Donc ça, c'est une galère quand même. Pourtant, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé le café. Bon, j'ai essayé le café, mais pas trop. Il y avait une pote qui m'avait donné une technique de tu gardes ta jambe levée, comme ça, tu peux rester concentré et tout ça. Je m'endormais quand même. Je sais pas comment j'ai fait, mais je m'endormais quand même. Du coup, ouais, c'était un peu complexe par rapport à ça. Mais du coup, au bout d'un moment, du coup, à force de me balader avec mes fiches tout le temps et de tout le temps réviser et de en fait d'avoir accumulé entre guillemets toutes ces heures de travail qui sont devenues en fait au fur et à mesure un automatisme, bah, j'ai fini par progresser étonnamment, bah, quasiment dans toutes les matières. Mais surtout en maths. En maths, j'ai beaucoup évolué parce qu'en fait, je passais mon temps à faire des maths. Au début, en fait, j'ai mis de côté certaines matières, dont du coup l'espagnol principalement, parce que j'étais claqué au sol et que je me disais que ça servait à rien en fait à ce niveau-là, par rapport aux coefficients des concours, etc. Du coup, je me suis focalisé sur les maths et les maths, je m'y suis donné à fond. Et étonnamment, à ce moment-là, j'ai commencé à progresser en maths. Donc j'ai commencé à avoir des bonnes notes. J'ai très souvent fait top 2, ça c'est pas mal. Et j'ai fait top 1 à un moment, donc ça fait plaisir quand même aussi. Mais ouais, en fait c'est ma nouvelle méthode de travail personnelle. Du coup, faire des fiches et si tu me le comptais pas. Et en fait les garder tout le temps pour les réviser dès que j'ai un moment. Étonnamment, j'ai réussi à beaucoup plus progresser. Aussi parce que bah, comparé à la première année vu que j'avais plus de temps libre, etc. Je pense que du coup, en fait, quand je révisais, j'étais pas à 100%. J'étais peut-être un peu sur mon téléphone, peut-être je révisais moins parce que du coup, j'allais voir des potes, je faisais des trucs, etc. Et en fait, le fait d'avoir cet environnement de travail extrêmement intense et qui demande vraiment une concentration tout le temps, en fait, bah, en deuxième année, j'ai progressé étonnamment parce que du coup, bah, dès que j'avais un moment, je travaillais. Si je travaillais pas, je dormais, quoi. Donc, voilà, c'est par rapport à ça, je pense que j'ai réussi à progresser. C'est vraiment en fait le fait d'essayer de rentabiliser chaque seconde. Voilà. Donc c'est pas super sain, c'est même pas sain du tout, mais ça a marché. Bon, en fait, c'est surtout que quand t'as très peu de temps, le peu de temps que Mhm. t'as, tout devient sacré en soi. C'est ça, Tu vois, c'est comme si je te exactement. disais, t'avais un sujet de maths à faire en 2 heures. C'est pas la même chose, pardon, si je te dis que tu dois le faire en 4 heures. Exactement. Chaque seconde va compter sur le DS de 2 heures. Et tu seras beaucoup plus concentré, étonnamment, sur le DS de 2 heures que celui sur 4 heures. C'est ça, exactement. C'est en fait simplement, tu t'as pas à négocier avec toi-même ou t'as pas cette liberté de te dire j'ai toute la journée pour faire ça, du coup je peux prendre mon temps, etc. Là, si tu dis vas-y, il est 5 minutes pour aligner un exercice de maths, faut que j'y aille et que je le fasse à fond. Je sais plus, il y a une loi comme ça, je crois, où c'est genre une tâche te prend exactement le temps que tu as de libre pour refaire cette tâche-là. Je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a une loi qui existe comme ça. Je vois. Ok, si on trouvait ça, je te dirais peut-être. Ok, pas de souci. Mais Et voilà, en fait, c'est plus tu as du temps libre et plus tu t'es relax avec toi-même, entre guillemets, et t'es pas forcément à 100%. Et étonnamment, en fait, quand on s'impose des limites comme ça, on peut être beaucoup plus efficace qu'on pourrait le croire. ok. Mais est-ce que du coup, pour un étudiant qui a pas forcément, voilà, qui fait pas un job, qui a pas fait un job étudiant comme toi en prépa, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil justement pour être plus productif dans sa prépa, alors même qu'il a plus de temps que toi t'en avais eu quand t'étais en prépa? Bah, je pense le fait de tout compartimentaliser, en gros faire un emploi du temps avec du coup tout mettre dedans. En fait, après moi c'est parce que j'aime bien être carré, tu vois. Mais je pense que mettre un emploi du temps qui est vraiment bien établi avec du coup les cours, les révisions, peut-être même les révisions pour chaque matière en fonction de ce que tu veux réviser à tel moment, ça peut t'aider en fait à en fait avoir entre guillemets cette petite pression là, te dire en fait ok là j'ai 45 minutes pour réviser les maths, ensuite après je dois passer à l'espagnol et après je dois passer à l'anglais, etc. Bah, tu vas plutôt te dire ok bah pendant ces 45 minutes là je suis à fond, et en fait tu seras beaucoup plus à fond que si tu te dis ok là aujourd'hui j'ai 5 heures pour bosser et je verrai ce que je fais au fur et à mesure, tu vois. Donc je pense que ça peut aider beaucoup. Après, ça peut peut-être aussi dépendre des personnes, de leur ressenti et de comment ils réagissent face à, entre guillemets, un environnement assez rigide, rigide comme ça. Et pas que pour les cours, par exemple, ça peut aussi être pour le repos, par exemple. Tu peux te dire, ok, tous les samedis après-midi, je me cale 3 heures pour aller faire un truc, un plaisir, peu importe.
mais c'est mon temps de repos et le reste du temps, c'est mon temps de travail, quoi. Ok. Et on va dire que comment tu construisais ton emploi du temps? Est-ce que tu avais un temps prédéfini par matière? Est-ce que, je sais pas, tu t'accordais des moments de pause sur ton emploi du temps? Enfin, est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu plus? Bah, disons que, alors je pense que ça dépendait de beaucoup de choses en fait. Je sais que bah par exemple quand on avait un DS d'économie par exemple, bah du coup ma semaine qui allait juste avant, elle était beaucoup plus focalisée économie. Et c'est plus ou moins ce qui me dictait globalement le gros de mes révisions. C'était surtout les DM, les DS et l'école. Voilà, quand t'as une colle, enfin quand t'as une colle de maths, par exemple, parce que nous on avait ça, on avait les langues, la philo, tout ça, ça pouvait être un peu n'importe quand. Mais on avait toutes les semaines éco maths, éco maths. Moi c'est comme ça que j'organisais. Et après voilà, c'est peut-être pas le plus conseillé. Moi c'est ce que j'ai fait, mais je conseillerais peut-être pas à tout le monde de faire ça. C'est moi en gros j'avais les maths, c'était peut-être 30% de mon temps que j'allouais à ça. L'économie 30%, la philo et les lettres 15, un truc comme ça, tu vois, et le reste les langues. Donc voilà, j'ai surtout fait ça par rapport en fait aux coefficients au concours. Je pense que beaucoup de gens font un peu comme ça. Mais voilà, moi je l'ai fait surtout par rapport à ça. Est-ce que c'est giga pertinent pour tout le monde? Je suis pas sûr. Donc après ça dépendra de chacun. Ok, ok. Et là, je pense qu'on peut passer à l'étape des concours. Ouais. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que tu avais gardé ton emploi à mi-temps pendant que tu faisais tes concours? Non. Parce que, ok, Heureusement non. ok, ok, En vrai, j'aurais pu. Je sais que mon patron était pas du tout contre. Mais du coup, à la fin de ma deuxième année, en fait, j'ai arrêté tout simplement parce que j'avais terminé mon autre contrat de 6 mois, il me semble, un truc comme ça. En fait, j'avais réussi à accumuler assez pour en fait tenir ma première année en école de commerce, d'un point de vue financier. En gros, j'avais étudié que pour être bien psychologiquement, il me fallait à peu près je sais plus trop combien, mais j'avais atteint plus ou moins ça. Et en fait, après, je me suis dit, ok, là, j'arrête, je me concentre sur le temps qui me reste sur les concours, je donne tout pour les concours. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. À côté de ça, j'avais trouvé une autre bourse en fait qui me permettait de financer la première année, pas la première année, financer l'intégralité des frais de scolarité. Du coup, en fait, j'avais plus ce besoin-là d'avoir ce travail à mi-temps. Du coup, bah, j'ai arrêté. Ouais, voilà, j'allais pas m'imposer ça pour le kiff, hein, du coup, j'ai arrêté. Et du coup, pour la période des concours, nous, c'est un peu spécial en Nouvelle-Calédonie. Alors, je pense que ça doit être pareil pour tous ceux qui sont pas en métropole, en fait. C'est que nous, en fait, on se cale aux horaires, du coup, de métropole. Ce qui fait que nous, en Nouvelle-Calédonie, avec le décalage horaire, ben, on faisait les examens la nuit. Donc, on l'a fait, il me semble qu'on commençait peut-être vers les 20 h, 20, 21 h, 22 h, je sais plus trop. Et on terminait à 1 h du matin, peut-être, 1 h, 2 h. Donc, c'est assez spécial. C'est assez à l'enfer. spécial. Mais voilà, on faisait ça. En vrai, c'était marrant parce que du coup, tu vas au bahut quand il fait nuit et tout, tu fais, ah, tu sais, l'ambiance est différente. Mais du coup, ouais, c'est un peu complexe par rapport à ça. Alors, nous, ils nous disent à chaque fois de se préparer plusieurs mois à l'avance pour se décaler, tu vois, pour pas être fatigué toute la nuit. Honnêtement, quand t'es en prépa, tu dors déjà pas la nuit, tu vois. Donc, en vérité, ça fait pas grande différence. Enfin, moi, perso, j'ai Faut trouvé. pas dire ça, tu vas faire peur à plus d'un. Vous dormez la nuit, vous inquiétez pas, vous dormez la nuit. Enfin, moi, personnellement, je dormais pas beaucoup la nuit, du coup, ça m'a pas fait une grosse différence. Mais c'est spécial quand même. Donc, voilà, les concours, c'était quand même spécial. Putain, j'ai une anecdote de fou, mais je sais pas si je peux la dire. C'est... Ça dépend. En vérité, il y a pas eu d'incidence. Il n'y a pas eu de vraies conséquences, donc je pense que Ok. je peux la dire. En gros, pendant les concours, nous, on finissait du coup à 2 h du matin, un truc comme ça. Enfin, 1 h, 2 h. Et je sens qu'il y avait un examen de maths. Je sais plus, peut-être c'était les maths, putain, les maths de M Lyon, les maths, un truc comme ça. Et Mhm. du coup, on termine. Tu rentres chez toi, tu rentres chez toi, tu te reposes et tout ça. Et normalement, on nous conseille, dès que tu rentres chez toi, tu vas dormir. Comme ça, tu t'es pas trop décalé. Moi, je me suis posé dans mon lit, j'ai regardé le plafond et je me suis dit, allez, on va réviser vite fait parce que demain, il y a économie ou je sais pas quoi. Du coup, je me relève, j'ouvre ma pochette et je vois qu'il y a une copie de maths que j'avais pas rendue en fait. J'ai cru que c'était un brouillon.
Et du coup, je l'avais foutu avec moi dans ma pochette. Du coup, je vois ça, bah, j'ai envie de me suicider, hein, comme ça. J'envoie le truc en photo sur le groupe de ma classe. Je fais, les gars, je vais sauter par la fenêtre, c'est quoi ce truc? Et ils me disent, bah attends, il y a un gars qui est en tire-temps. Il y est peut-être toujours. Fonce. Du coup, moi, Non, il est je vois ce que 2h30, tu veux dire. il est genre 2h30 du matin. Je me dis, ah putain, est-ce que je fais ça vraiment? Et après, je me suis dit, moi, comme je visais ESCP ou M Lyon, du coup, je me suis dit, bah, let's go. Du coup, j'y suis allé et j'ai pu rendre ma copie. Voilà, le mec il m'a regardé en mode je vais te défoncer, tu vois. Mais il a quand même accepté ma copie. Mais je précise que ça n'a eu aucune incidence puisque je n'ai pas eu cette école. Donc je n'ai pas eu ces écoles-là. Ok. Donc c'était EM Lyon et ce qu'il y a au-dessus, je crois. Et moi j'ai fini à Noma, donc c'était Ifricom. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Mais anecdote de fou. Ok, ok. Mais franchement, t'as vraiment eu de la chance, hein, parce que pour le coup, Ah moi, ouais. si tu veux, j'ai une autre anecdote, mais ça c'est moins bien fini que toi. Ah, C'était une fille, en plus c'était en maths parisienne, tu vois, genre, donc pour le top 3. Et en fait, je crois qu'elle voulait changer de copie. Parce que normalement, quand tu. Non, c'était même pas ça. Elle demandait une feuille supplémentaire. Bon, voilà, c'est ça. ouais. Sauf que quand, par exemple, imaginons que tu écris sur une copie que tu veux l'annuler, parce que tu as fait trop n'importe quoi, tu peux demander à ce que ta feuille soit déchirée pour que ça ne soit pas pris en compte. Et tu recommences à zéro ton sujet. Ok. Et elle a pas pu Tu vois faire ce que ça? je veux dire ou pas? Ouais, je Non, vois. pas. Ouais. Ah ouais. Et donc, Ok. elle, juste, elle avait demandé une feuille supplémentaire, sauf que le surveillant, il avait mal compris. Et du Pour les coup, adapter. la feuille, il a déchiré. What the fuck? Et la feuille, elle était en pleurs. Après, moi, je me suis dit, bon, un concurrent de moins, quoi. Oh le monstre. Ah mais non. Bon, après, j'ai pas eu non plus le top 3, mais voilà. Oh non. Oh la Mais pauvre. c'est vrai que là, tu vois, pour le coup, là, ça donne vraiment envie de se tirer une balle. Là, franchement, Ah bah oui, ah bah là oui. Attends, quand là, je ça vois fait le délire. 2 ans que tu te tues à la tâche et que le Ouais. dernier jour on te coupe enfin on te déchire ta copie. Oh mon dieu. Oh, je sais pas comment elle a fait, hein. Putain, horrible. Surtout que, tu vois, en plus, moi, genre, juste avant juste avant les concours, tu sais, parfois, on se fait des vannes avec des potes en se disant, ah, mais imagine, là, tu te fais renverser et tu peux plus passer les concours. Ou tu tombes malade et, en fait, t'es obligé Ouais. de t'absenter. Surtout qu'en plus, ce qui est bien marqué sur dans le règlement des concours, c'est même en cas de force majeure, si t'es pas présent au concours, t'es éliminé d'office. Enfin, en tout cas, pour les épreuves où t'es pas présent. Donc, t'as eu un accident, bah on s'en fout. Je sais pas, il Mhm. y a eu un feu chez toi, c'est pas grave, t'es éliminé. Donc, si t'es cube et que voilà, c'est ta dernière chance, bon bah c'est fini pour toi. Ah, c'est horrible, Mais hein, ouais. c'est. Ouais. Mais tu vois, pour l'anecdote, Bernard Arnault, lui, il est admissible 2 fois à Polytechnique, mais la première fois, il n'y est pas allé parce qu'il s'était cassé le bras. Sauf qu'à Polytechnique, tu as des épreuves de sport et bah, vu qu'il pouvait pas les passer, bah, t'es éliminé, quoi. Ouah. Putain, c'est Ouais. ouais. Mais c'est vraiment hard, hein, C'est horrible en Voilà, vrai, c'est. genre en soi les copies elles sont pas corrigées avant plusieurs semaines, tu vois, genre enfin je trouve un peu le truc un peu psychorigide, c'est un peu dommage quoi. Après bon, Oui, c'est mais c'est pour privilégier, tu vois, l'équité entre les candidats, éviter que. Mais après, c'est vrai que c'est rigide, hein, mais je pense qu'ils sont obligés. De la même manière, tu vois, imaginons, dans un autre cadre, après il doit y avoir tu tellement de participes à trucs, une ouais, je peux compétition comprendre. sportive, tu vois, t'es blessé au foot, bon, il y a Hmm. des remplaçants, mais tu peux pas jouer. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. toi, on va pas décaler la compétition juste pour toi. Ou même un match de boxe, tu t'es entraîné, t'as fait un faux pas, tu t'es cassé la jambe, bon, bah, voilà, tu fais plus le match, hein, c'est fini. Ouais, c'est Soit vrai. l'autre est déclaré vainqueur Ah, par forfait ou un truc comme ça, tu vois. ouais. Après, c'est vrai que ouais, vu qu'il y a les sujets fuitent 2 heures après, donc c'est vrai que faudrait faire une autre épreuve avec un autre sujet et tout ça, donc après c'est le côté équitable et c'est Et vrai ça coûte de l'argent, ouais, donc aussi. ça leur coûte de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent pas. Ok. Ouais. Et toi, voilà, est-ce que tu penses de ton côté que si par exemple tu n'avais pas eu tout ce temps que tu avais passé à travailler à mi-temps dans la pizzeria, tu aurais potentiellement eu les écoles que tu voulais, c'est-à-dire le Lyon, le top 3 et tout? Ah, ça c'est une question que j'ai très souvent. Alors, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que je suis pas sûr que j'aurais eu mieux. En fait, pour la simple raison que, en fait, quand j'ai accumulé toute cette charge de travail,
c'était une telle pression en fait que je me sentais obligé de bosser à chaque instant. C'est-à-dire que du coup, j'étais beaucoup plus productif quand je bossais. Et au final, en 1 heure de travail, je faisais peut-être ce que je réalisais en 6 heures en première année, par exemple. Tout Ouais. simplement parce qu'en fait, en première année, j'étais pas focus à 200% dès que je bossais. Du coup, moi, je pense que si j'avais pas eu ce travail-là, si j'avais pas eu cette pression financière, etc., j'aurais peut-être été plus relax. Et du coup, j'aurais peut-être moins bossé de façon générale, de façon moins intense. Du coup, je pense que j'aurais peut-être eu similaire, mais peut-être pas mieux, pas forcément mieux. Donc voilà. Après, c'est peut-être moi qui me dis ça pour me rassurer, ne pas avoir un seum gigantesque. mais, euh, mais c'est ma théorie sur le truc, sur le sujet. Je pense que j'aurais pas forcément eu plus. Après voilà. Mais C'est en pas. partant du principe que t'allais travailler de la même intensité, juste en ayant plus d'heures de temps libre pour travailler. Est-ce que là, t'aurais eu mieux comme école ou pas? Forcément, j'ai envie de dire, si j'avais gardé la même intensité, mais bah, en plus, quoi, j'avais calculé, genre, parce que moi, j'avais mes fiches de pointage que je gardais, en fait. Du coup, je les avais toutes. Et j'ai compté en tout, il y avait plus de 1100 heures de taf à la pizzeria en tout. 1100 heures, c'est beaucoup. Donc, ça ferait quand même pas mal de trucs que j'aurais pu réviser en plus. Les maths, j'aurais pu beaucoup plus progresser. L'économie, j'aurais pu ne pas tomber sur des sujets sur lesquels je me suis foiré, des trucs comme ça. Donc, les langues aussi, j'aurais pu beaucoup plus progresser. Oui, franchement, pour moi, oui, si tu as plus de temps et que tu as cette même volonté, détermination et ce même professionnalisme, entre guillemets, quand tu bosses, forcément, tu peux qu'avoir mieux, quoi. Parce que tu peux en fait, beaucoup plus réviser tout, quoi. Moi, c'est sûr. Moi, tu vois, de mon côté, et c'est pour ça aussi que je t'ai invité, c'est parce que je me suis reconnu en toi, hein. Mais après, c'était pas aussi hard que ce que t'as fait, c'est que moi, ma première année, j'avais beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je voulais me prendre des cours particuliers, mais mes parents, ils pouvaient pas financer. Donc, ce qu'il y avait, c'est que pendant les vacances de transition, entre la première Mhm. année et la deuxième, et puis la deuxième et la troisième parce que j'ai cubé, en fait, je travaillais de la même manière à mi-temps, ce qui me permettait la journée de réviser mes cours et le soir, aller travailler au McDo. Et l'argent que j'avais gagné, bon, bien sûr, je me faisais un petit peu plaisir, hein, mais la Mhm. plupart C'est de ce que important. j'avais gagné, en fait, j'ai tout dépensé en cours particuliers. Parce que tu vois, moi derrière, j'étais convaincu que derrière, en fait, j'avais pas les mêmes difficultés que tout le monde et j'avais besoin justement d'avoir un accompagnement plus personnalisé. Mais voilà, Mhm. enfin, tous les deux on a travaillé pour un objectif qui est presque similaire, hein, même si c'est différent dans la finalité. Ouais, Mais voilà, moi c'était pour me payer des cours, toi c'était pour payer l'école. Et ouais. justement, moi la question que je voudrais poser, je sais pas si tu as eu l'occasion de prendre des cours particuliers, mais c'est de savoir, du coup, qu'est-ce que tu penses des cours particuliers? Est-ce que tu penses que toi ça aurait pu t'aider si tu avais plus de temps? Voilà, c'est quoi ta position par rapport à ça? Alors les cours particuliers, non, j'en ai jamais eu. Bah, tiens, ma chaise grince. Pas de Euh, souci. non, moi j'en ai jamais eu. Puis bah ça coûte beaucoup trop cher en fait. Je sais pas du tout combien ça coûte, mais tout serait trop cher pour moi à l'époque. Donc non, j'en ai pas eu. Après, j'ai quand même un petit avis là-dessus, c'est que bah, forcément c'est positif. En fait, déjà dans un cours particulier, t'es beaucoup plus volontaire que quand t'es en cours. Enfin après ça, je parle pas pour la prépa, hein. La prépa normalement on est tous très volontaires quand on est en cours. Mais pour quelqu'un qui est au lycée par exemple, normalement t'es beaucoup plus volontaire et concentré et productif quand t'es en cours particulier que quand t'es en cours normal. Donc forcément le résultat est meilleur. En plus t'as une personne qui est là qui est vraiment juste pour toi pour t'enseigner des choses. Donc forcément le truc peut être que positif. Et j'ai pas du coup eu des cours particuliers. Par contre, entre guillemets, je donnais des cours particuliers j'avais une amie en fait avec qui on travaille souvent ensemble. Et du coup, en fait, on travaillait beaucoup ensemble. Et moi, comme j'avais eu un bon niveau en maths, bah, du coup, des fois, je faisais des exos avec elle et je lui expliquais des trucs et tout ça pour l'aider. Et je sais que elle, ça l'avait aidé. Alors, je vais pas m'avancer sur le sujet, mais en mode, eh, si t'as réussi, c'est grâce à moi. Pas du tout. Mais je sais que bah, ce qu'elle m'avait dit, ça l'avait aidé. Et moi-même, j'avais vu que ses notes avaient augmenté, etc. Donc je pense que ça peut avoir un impact tout à fait positif. Et c'est pas forcément nécessaire, à mon sens, que ce soit avec un professionnel, même si c'est beaucoup mieux. Mais rien que le fait en fait d'être avec une autre personne qui vraiment travaille, te mettre avec elle,
échanger sur des choses, par exemple sur des exos de maths, essayer de voir comment vous vous en sortez, etc. La synergie qu'il y a là, elle peut être que positive, à condition bien sûr que vous êtes tous les deux des vrais travailleurs entre guillemets, que quand vous êtes là, vous bossez vraiment, que vous n'êtes pas là juste à parler, à discuter de tout et de rien. C'est voilà, c'est deux choses totalement différentes, mais forcément, je pense que ça peut avoir qu'un impact positif sur les résultats d'un point de vue général, quoi. Ok. Ouais, et moi je suis d'accord avec toi, bah, déjà d'une part sur le fait que tu vois les cours particuliers c'est un véritable investissement, enfin moi je vais pas le cacher, tu vois moi quand j'ai travaillé, bah, j'ai investi plus de 4 000 € dans des cours particuliers, et c'est vrai que tu vois c'est conséquent, hein. Et Ouais. donc d'ailleurs aussi c'est parce que aussi tu vois là on est en prépa, euh, généralement ceux qui donnent des cours particuliers, si c'est des professeurs, c'est des gens qui sont agrégés, qui donnent des cours dans des top prépa, ou soit si c'est des étudiants, mais en fait ils ont réussi les concours, ils ont Mhm. réussi à avoir un niveau que personne presque n'a en France. Donc d'ailleurs c'est sûr que tu vois la qualité se paye, hein. Donc du coup ça Forcément, derrière ouais. c'est sûr qu'il y a il y a une question de coût. Donc après aussi c'est pour ça que chez Horizon Prépa, nous notre but voilà c'est d'avoir des accompagnements qui s'adressent à toutes sortes de budgets. Donc voilà, si on veut vraiment voilà être accompagné mais qu'on a un plus petit budget, bah voilà on a des formations qui sont plus légères, mais qui sont toujours d'une qualité de ce qui serait attendu pour les concours. Pour ça, y a aucun souci. Et c'est vrai que d'un autre côté, sur ce que tu disais, au vu de l'investissement que ça va demander, derrière, il faut que l'étudiant soit motivé aussi, qu'il soit travailleur. Parce Mhm. qu'après aussi, les cours particuliers, c'est pas magique, hein, tu vois. Donc, Ah bah oui. nous, on le dit tout le temps, chez Horizon Prépa, on a 80% des élèves qui vont dans le top 3, 95% top 5. Oui, mais ça sort pas de notre chapeau. C'est que derrière les élèves qu'on a, bah, en fait, ils sont ultra motivés, ils travaillent. Les professeurs aussi, ils font leur job, ils sont ultra motivés. Et puis même eux, ils sont contents quand qu'on a de tels résultats. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, il y a deux choses. L'élève est motivé, il y a des professeurs de qualité. Toi, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu as un Mhm. professeur qui est nul, bah, malheureusement, Flex. ça va pas marcher. Mais si tu as un professeur qui est très bon, mais que l'étudiant n'est pas motivé, qu'on est obligé d'aller le chercher, qui fait pas ce qu'on lui demande, Sûr. bah, en fait, j'ai l'impression que ça sera juste de l'argent qui va être jeté par les fenêtres et que derrière, il n'y aura pas vraiment les résultats qui sont qui seront Pour attendu, attendus ouais. Mhm. ou même promis par le professeur. Et donc c'est pour ça que chez Horizon Prépa, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que voilà, on reçoit les candidatures, mais on fait toujours un appel de présélection avec l'étudiant et les familles pour être sûr que l'étudiant en fait est motivé. Nous, on s'en fout du niveau de départ. Peu importe le niveau, c'est pas ce qui est important. Tout élève qui nous rejoint assez tôt, en vrai, peut progresser, mais derrière, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un vraiment qui est ultra motivé, qui est prêt à s'arracher les cheveux pour aller chercher lesquels qu'il veut. Donc voilà, pour clore la parenthèse, pour tous ceux qui veulent candidater pour voilà, nos formations Raison Prépa, pour tout type de budget, on va mettre un lien dans la description où vous pourrez postuler et puis voilà, on pourra faire un appel avec soit moi, soit un membre de l'équipe pour présenter nos formules. Mais voilà, oui, c'est sûr que derrière, je dirais que même le truc le plus important, c'est que l'élève soit motivé. Parce Sûr. que derrière, en fait, vu que c'est lui qui va jouer son concours et son avenir, il a intérêt bah, à mettre les bouchées doubles, à appliquer ce qu'on lui dit, pour que derrière, en fait, il puisse voir les fruits de son travail. Parce que le problème aussi de la prépa, c'est ça, c'est que parfois on travaille beaucoup et on récolte pas forcément Ça prend du temps, les ouais. résultats qu'on attend, au compte tenu des efforts investis. Ouais. Ça, faut avoir un peu la foi, entre guillemets. C'est bah, les résultats, ils vont pas progresser tout de suite. Des fois, ça prend. Après, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la vie, mais des fois, ça prend quand même 4 5 mois où tu rames et que tu as l'impression que tu progresses pas. Et au fait, d'un coup, tu peux avoir pas mal de progrès. Donc après, voilà, faut avoir la foi, mais surtout être volontaire. C'est vraiment ça qui fait, à mon sens, la différence. Mm. Et en fait, si tu as vraiment euh, l'envie de te donner à fond et que tu fais tout pour vraiment te donner à fond, c'est une certaine honnêteté en fait à avoir envers soi-même, de dire ok, est-ce que j'ai été vraiment à fond là jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour progresser à l'avenir. Et en fait, quand on se pose ces questions-là et qu'on est vraiment dans une démarche de progrès, pour moi, on peut que progresser quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis même, tu vois, comme tu as dit, c'est vrai que derrière aussi les résultats ne viennent pas tout de suite, hein. Faut apprendre les nouvelles méthodes, s'adapter.
Mm. Mais tu vois, il y a une chose qui est différente, c'est voir qu'on ne progresse pas et puis les profs ils nous disent que bon, bah, on n'a pas appris notre cours, etc., etc. Que d'un autre côté, on a un étudiant qui progresse pas tellement en termes de notes. Par contre, les profs notent que le cours est mieux su, la méthode est mieux maîtrisée. Mm. Et tout ça, en fait, ça va poser les bases pour qu'après, derrière, on a un décollage. Moi, je crois pas à ce truc de ah bah je suis le déclic, je sais pas pourquoi, j'ai utilisé la même méthode de travail. Et un jour là, comme ça, Non. j'ai compris les maths, j'ai compris la géopo. Moi, je suis pas d'accord, c'est plutôt que pendant un long moment, la personne avait toujours les mêmes notes, mais en back-end, dans le fond, il y a eu des méthodes qui sont améliorées, il y a eu du travail en amont qui a été fait. Malheureusement, sur la copie, parce qu'il y a des grilles d'exigence, ces efforts-là ne se voient pas et ne sont pas retranscrits en termes de de points supplémentaires. Pardon. Par contre, une fois qu'on a atteint un niveau suffisant, bah là derrière, quand toutes les choses s'imbriquent, là tout de suite on a une plus belle copie. Par exemple en maths on fait plus d'exercices, on Mm. va plus loin dans le sujet. Et là tout de suite on voit que bon, on passe de 7, je sais pas, à 9, 12, 15, tu vois, ça peut arriver. Mais c'est parce Mm. que derrière on a posé les jalons qui vont permettre justement d'avoir ce niveau qui va exploser plus tard. Mais c'est un travail de long terme. C'est dur, hein, c'est pas facile. Mais voilà, il faut juste croire au process et tout donner pour avoir ce qu'on veut. Ouais, exactement. Bah, en vrai, c'est un peu, c'est aussi un peu le jeu en prépa, c'est que c'est un jeu de, entre guillemets, un peu de long terme. On travaille pas juste pour réussir un examen à la fin de la semaine, c'est à la fin des 2 ans. Et en fait aussi, bah, il y a une part de random, entre guillemets, dans les examens que tu peux avoir toutes les semaines. En fait, si jamais tu ne dois pas progresser à court terme, c'est peut-être aussi parce que l'exercice de maths a été un peu différent, mais du coup, tu as quand même les bases que tu as accumulées qui sont quand même là. Ça les dénie pas, tu vois, elles sont quand même là. Et en fait, au fur et à mesure, tu progresses même sans forcément te rendre compte à court terme. Par exemple, pour les versions en anglais et tout ça, ça peut être exactement le même process, mais toi-même, tu le sais que tu as travaillé et que tu commences à progresser. Et au bout d'un moment, tu vas atteindre un certain niveau qui va faire en sorte que tu pourras quand même réussir à avoir des bonnes notes un peu partout, de façon très bien sûre, en moyenne, on va dire. Mais au bout d'un moment, quand du coup, tu auras fait tout cet effort-là. Mais pour moi, il n'y a aucun doute que ça arrive, tu vois. Donc, après, voilà, faut être patient, ça le fait, quoi. Ok. Maintenant, moi, j'aimerais plus m'intéresser à ce que tu fais maintenant en école. Donc là, tu es un Néoma. Donc moi, j'aimerais savoir du coup comment la rentrée à Néoma s'est passée, qu'est-ce que tu y fais, est-ce que tu as pu participer à des associations. Voilà, décris un petit peu plus la vie en école, comment ça se passe. Ouais, bah du coup moi je suis rentré c'était en 2022 je crois que je suis rentré en école. Du coup je suis rentré à Neoma campus de Reims. Il est vraiment super ambiance, une vie associative très active. Je sais pas trop comment ça se passe dans les autres écoles, mais il me semble que dans les autres écoles t'as une limite en termes d'association. Nous on n'a pas totalement ça. On peut prendre un peu tous les assos qu'on veut du moment qu'on tient le coup quoi. Même si c'est pas très conseillé d'en avoir trop parce que bah au final t'as pas le temps. Mais moi, du coup, je suis rentré dans deux associations et un sport. Du coup, je suis rentré à Humani, du coup, l'association humanitaire de l'école qui a pour but de promouvoir l'accès à l'éducation à travers le monde. Je suis rentré du coup dans cet asso-là et je suis devenu le président en deuxième année. À côté de ça, j'étais aussi au NFC, le Neoma Financial Club, parce que moi, je m'y connaissais pas trop en finance, tu vois, je j'ai jamais grandi dans cet univers-là. Je connaissais rien, du coup, j'avais envie d'y aller pour un peu découvrir ça. Donc c'était très sympa. Et à côté de ça, du coup, je faisais un sport, je faisais de la boxe anglaise. À Neoma, campus de Reims, c'est l'école du sport. Du coup, nous, on a pas mal de sports disponibles avec des coachs, etc. et des moyens qui sont mis en place. Du coup, je faisais ça 2 fois par semaine. Et du coup, voilà. Pour la première année, du coup, en L3, j'ai fait ça. La seconde année, on pouvait choisir de faire soit un parcours classique, soit du coup choisir un parcours spécifique, comme le CFA, euh, un truc de compta pour faire le DCG, je crois, un truc comme ça. Il y en avait d'autres. Et il y avait le PEA, qui est maintenant le parcours impact. Mais c'était le parcours entrepreneurial ou associatif. Et du coup, moi, en fait, vu que j'avais plus cette pression économique, vu que j'avais obtenu la bourse plus tôt quand j'étais en prépa, bah, je n'avais pas en fait cette pression de me dire, ok, il faut que je trouve une alternance, etc. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais me faire kiffer. Et je suis rentré du coup dans ce parcours PEA, parcours associatif, et je suis devenu du coup le président de mon asso humanitaire. Et pendant un an, en fait, le M1 était divisé en 2 ans dans ce parcours-là. Du coup, tu as une année
où tu as en fait tous les cours et avec un emploi du temps aménagé pour en fait gérer ton asso à côté. Donc j'ai géré mon asso, on a fait pas mal de projets, on a récolté un maximum de fonds pour envoyer du coup au Bénin, au Maroc, on l'avait fait parce qu'il y avait eu un tremblement de terre à l'époque, au Népal, au Cambodge et au Pérou. Voilà. Donc il y avait ça. On a aussi organisé des missions militaires, etc. Donc on a fait plein de projets, c'était vraiment super cool. Ça, c'est un gros point positif, c'était ce côté un peu, tu gères ton truc à toi. Moi, j'étais le président avec mon VP, on s'éclatait là-dedans, on faisait nos trucs et tout, c'était vraiment top. Du coup, j'ai fait ça pendant un an. Et la deuxième année, du coup, l'année de M1, mais du coup divisé en deux, la deuxième, c'était du coup consacré à un stage de 6 mois et à un échange universitaire. Du coup, j'ai commencé par l'échange, moi. Je suis allé à Bradford, en Angleterre. Je vous recommanderais pas forcément. J'ai pas trop kiffé l'endroit. Mais le concept de l'échange universitaire, c'est vraiment top. Si vous pouvez le faire, faites-le. Franchement, je pense que ça peut être très très bien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un stage du coup de 6 mois que j'ai fait à Before Bank en tant qu'analyste en fraude externe. Et actuellement, là, du coup, je suis Est-ce dans que tu ma... peux détailler ce que c'est? Ah ouais, bah en gros, c'est nous dans la banque, il y a plein de types de fraudes différents, des gens qui essayent de voler d'autres clients ou qui se servent de comptes sur dans notre banque en fait pour faire transiter des fonds illégaux, tu vois. Donc en fait, c'est le LCBFT, c'est le lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Ah non, pardon, c'est lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, parce que du coup, ça s'inclut dedans. Et du coup, notre taf à nous, c'était de traiter les demandes déjà des clients qui ont été victimes de fraude. Donc ça, du coup, il y a des gens qui sont par exemple passés par des sites frauduleux, leur carte a été utilisée sans qu'il y ait leur approbation. Il y a les cas de faux conseillers qui malheureusement, ça c'est une plaie, putain, c'est horrible. C'est en gros, t'as un gars qui t'appelle en se faisant passer par un conseiller bancaire, il te dit que t'as eu une fraude, du coup toi tu le crois parce qu'il a l'air professionnel, etc. Et tu lui files des infos sur ton compte bancaire, et lui il te bloque ton compte, il te prend tous tes fonds que t'avais, il les vire sur un autre compte, et toi t'as toutes tes économies qui sont perdues. C'est vraiment horrible. Euh, et il y a d'autres cas, voilà, d'essayer de voir, de décerner en fait si on a des comptes frauduleux au sein de la banque. Donc on a analysé un peu les profils des personnes, etc. Et leur comportement atypique, si jamais ils mettaient des fonds, ils les retiraient tout de suite, etc. Et du coup, on faisait tout ce traitement-là pour en fait virer traiter tous les cas de fraude. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, très 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 sympa. Et ensuite, du coup, ouais, de ma dernière année, je suis en année du coup de M2 en Corporate Finance and Investment Banking. Du coup, la finance d'entreprise. Donc là, je réalise ma dernière année et du coup mon dernier semestre. Donc voilà, c'est très intéressant. On étudie un peu un peu tout, comment une entreprise fonctionne d'un point de vue financier, le rôle de la finance dans le financement d'entreprises, de leurs activités et voilà, les fusions, acquisitions, le PE, le private equity. Du coup, financer des entreprises qui sont pas encore cotées en bourse, etc. Enfin voilà, tout l'univers de la finance, très intéressant, euh, assez compliqué quand même. Hein, faut vraiment suivre. Donc c'est quand même assez compliqué. Et là, je dois finir du coup par trouver un stage. Si quelqu'un a un stage, je suis preneur. Je dois finir par trouver un stage de fin d'études et voilà, à partir de mai, un truc comme ça. Et j'aurai fini mon aventure en école de commerce. Ok. Et est-ce que toi, tu t'aurais, comment dire, d'un point de vue global, quelques mots pour résumer, tu vois, ton expérience en école, pour que peut-être, tu vois, les étudiants là qui sont actuellement en prépa se dire, puissent réaliser pourquoi en fait ils se lèvent tous les matins à 6 heures pour aller en prépa, quoi. Ouais. Alors déjà, l'environnement, c'est vraiment ce qu'il y a de positif. En fait, tu es vraiment dans un environnement dynamique avec des élèves, des étudiants qui sont impliqués dans la vie asso, etc. Que ce soit d'un point de vue strictement asso, mais aussi d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire organiser des confs avec des professionnels pour qu'ils viennent te parler de leur métier, etc. Donc en fait, tu peux accumuler énormément d'informations et tu peux participer à énormément de choses qui peuvent te faire kiffer, mais aussi qui peuvent t'apprendre des choses qui peuvent être très utiles pour ton futur professionnel.
Donc en fait, c'est vraiment, tu as un environnement global qui te propose énormément de choses. Après, c'est à toi de choisir en fait si tu veux y participer ou non, si tu veux t'impliquer ou non, plus ou moins dans certaines choses. Et en fait, voilà, ça dépend de toi, de tes envies et de tes préférences. Mais je pense que c'est vraiment ça l'énorme point positif en école de commerce, au-delà simplement des cours du coup un peu cette note sur le CV à dire je viens de telle école, c'est que en fait tu as un environnement qui te permet de faire énormément de choses. Si jamais tu es dans l'entrepreneuriat, tu peux aussi te discuter avec des personnes qui sont pareilles dans l'entrepreneuriat dans l'école. Tu as t'as des hubs exprès justement pour faire grossir et tout des projets. T'as plein d'assauts de plein de types différents. Ça peut être pour un peu tout et n'importe quoi. Après, ça dépend des écoles. Mais ça peut vraiment être un énorme terrain de jeu, entre guillemets, pour quelques années. Et en plus, le point positif, c'est que tu as quand même du temps. Et du coup, quand tu as du temps libre dans un environnement pareil, bah, en fait, tu peux faire énormément de choses, te faire kiffer, mais aussi accumuler des expériences professionnelles ou pas, ou associatives, tu vois, pour ensuite t'en servir pour ton futur professionnel. Donc en fait, c'est vraiment, je pense, le truc, c'est l'école de co, c'est un terrain de jeu entre guillemets, et après c'est à toi de l'utiliser à bon escient, quoi. Ok. Écoute, bah, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là pour l'avenir, pour la fin de tes études? Euh, je peux éviter les rattrapages, ça serait cool. Non, bah franchement, voilà, je suis sur la fin, donc ça va faire un peu bizarre là dans quelques mois quand j'aurai mes derniers mois de cours. Mais voilà, là en fait, l'école de commerce c'est vraiment top. Mais moi là, ça va faire 4 ans que je suis dedans, donc je commence à avoir un peu cette envie de passer à autre chose, de commencer un projet professionnel, etc. Envie et pas envie en même temps, un mélange entre la peur du monde professionnel et l'envie en même temps de se lancer. Donc je vais essayer tout ça, puis aussi voir comment j'arrive à gérer ça, parce que bah, comme j'ai dit durant la vidéo, moi j'ai aussi une chaîne YouTube à côté que j'essaie de développer. Je fais des trucs qui me font kiffer, je me lance des challenges, j'ai une sportif, j'essaie d'apprendre des choses, etc. Donc en fait, voilà, c'est cette compilation entre les deux que je vais essayer de gérer qui sera un peu différente, parce que là en école de coach j'ai plus de temps pour faire des vidéos. Est-ce que j'aurai autant de temps quand je vais avoir un taf? Pas sûr. Ouais, c'est ça. Donc on verra bien. Après, ça dépend de l'environnement, mais voilà, en finance, normalement, tu t'enchaînes des heures. Donc on verra bien. On va essayer de voir si on peut caler tout ça, quoi, ça serait cool. Puis voilà, quoi. Bah, dans ce cas, on pourrait te souhaiter du succès pour ta chaîne YouTube, hein. Ça peut même Ça serait devenir top. ton activité principale, donc je Ça, te ça souhaite serait plein de vraiment succès. top, j'en rêve, ça serait vraiment trop bien. Mais voilà. Si vous voulez vous abonner, c'est Galan027 sur YouTube. Ça me ferait vachement plaisir. Ouais, mais je vais mettre le lien de ta chaîne YouTube en description. Comme ça, ils pourront directement aller Ok, s'abonner. c'est top, nickel. Bah, j'apprécie beaucoup, merci. Avec plaisir. Bah, écoute, Evan, en tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de t'avoir eu. Parce que comme je te l'ai dit, hein, moi, le plus important, c'est que voilà, tu donnes un petit peu ton point de vue sur la prépa et ton expérience. Parce que Mm. c'est quand même assez rare d'avoir des gens voilà, qui travaillent en même temps, qui sont en prépa. Euh, et c'est surtout ça, genre, montrer aux étudiants qu'en fait, euh, en prépa, on a du temps, il faut juste savoir s'organiser et travailler de manière efficace. Parce que Mm. toi, en fait, si tu l'as fait, bah, en fait, tout le monde peut le faire. Enfin, je veux dire. C'est un peu ça. C'est moi un peu quand on me disait ça, comment tu fais, etc. Je me disais, bah, en fait, si tu t'imposes les choses, après c'est cette obligation que j'avais, c'était que j'avais pas le choix. Du coup, forcément, c'est plus simple dans ce niveau-là à se dire, bah, fais-le, point barre. Donc ça peut être beaucoup plus compliqué pour des personnes qui ont le choix. Mais voilà quoi. Si je l'ai fait, franchement, je suis le plus demeuré que possible. Donc franchement, si moi j'ai réussi à réussir avec moi qui n'étais pas beaucoup un énorme travailleur de base, je viens pas du tout d'un milieu où on travaille beaucoup, on a vraiment cette fibre entre guillemets de l'école, des études, etc. Euh, et même aussi d'un point de vue financier, s'il y a des gens peut-être qui se disent ah c'est pas pour moi parce que ça coûte cher, etc. Je pense qu'il peut toujours y avoir un chemin en fait. Si on se donne les moyens, il y a toujours un chemin pour y arriver. Après la question c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Donc c'est vraiment ça. Mais vraiment si mon expérience peut motiver certaines personnes et leur donner la foi en fait de se donner à 200%, moi j'en suis ravi quoi. Donc j'espère que ça pourra motiver des gens, quoi. Ok, bah merci à toi, c'est vraiment trop cool.
Bah, Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. bah, le plaisir est partagé. Puis voilà, bah, je te souhaite le meilleur hein, pour ton stage et puis aussi pour ta chaîne YouTube. C'est super, merci beaucoup. Et toi aussi, du coup, pour Horizon Prépa et pour tout le reste. Bah, merci.